Donc je suis Foucault de Bonneval, je suis en charge de l'ingénierie logicielle chez CloudWatt. Globalement, je suis en charge des équipes IaaS, donc qui s'occupe de tout ce qui est infrastructure as a service. Ça couvre la partie OpenStack, OpenContrail. L'équipe BSS, donc c'est tout ce qui est Business Support Services, c'est tout l'interfaçage avec les clients, avec l'écosystème client, enfin avec l'extérieur. Et l'équipe d'intégration qui s'occupe de récupérer le code qui est produit par ces deux équipes-là et de l'accompagner jusqu'en production. Donc sur toute la phase d'automatisation et d'accompagnement au déploiement. Qui est CloudWatt rapidement? Donc CloudWatt est un cloud provider public. Donc c'est un exercice particulier parce qu'on est ouvert sur l'extérieur. C'est pas un cloud privé, donc on parle tout de suite d'échelles qui sont un peu plus importantes que des clouds privés. Et une difficulté qui est qu'on est présent sur l'internet et du coup les clients viennent directement d'internet et du coup on draine forcément un peu de trafic non voulu sur nos infrastructures. Donc c'est des choses qu'il faut gérer. On est 100% Orange Cloud for Business depuis le 1er janvier, malgré que Orange était déjà actionnaire à 100% depuis le mois de mars 2015. Un des paramètres importants chez CloudWatt, c'est qu'on a un ADN qui est 100% ou qui est 99,9% open source. Je crois qu'il y a 2-3 exceptions d'applications qu'on a achetées à des éditeurs genre Sage et pour la compta, la compta et je sais plus quel outil pour la RH. Mais sur toute la stack technique, on est full open source. Donc on va parler aujourd'hui d'OpenStack et surtout d'OpenContrail. Pourquoi est-ce qu'on a choisi OpenStack? Pour l'API standard, parce que le contrat d'interface il est important. Le contrat d'interface il permet de développer des écosystèmes qui soient utilisables à destination de plusieurs clouds. Et OpenStack, qui a déjà 3 ans, était le bon choix. C'est ce qui est monté le plus fort et c'est aujourd'hui avec un certain nombre d'outils, la bonne solution pour déployer des infrastructures de façon dynamique. Ça représentait déjà des milliers de contributeurs et c'est un vrai Lego, c'est-à-dire qu'on peut, derrière ces API standards, utiliser un certain nombre de drivers pour chacun des composants et brancher le composant qui nous intéresse. Sur la partie stockage, par exemple, on est aujourd'hui sur une étape. On va travailler en 2016 pour voir comment est-ce qu'on peut ouvrir des nouvelles tranches éventuellement sur une base de Ceph. Et sur la partie réseau, on a démarré sur l'implémentation de référence du back-end de Neutron qui est OpenVSwitch, qui nous a posé un certain nombre de problèmes, même à moyenne échelle. Du coup, on a décidé, quand Juniper a open sourcé, de basculer sur OpenContrail. Pourquoi est-ce qu'on est passé sur OpenContrail? C'est avant tout, à l'époque, donc il faut se remettre 2 ans et demi en arrière, l'alternative qui montait face à OpenVSwitch, qui posait un certain nombre de problèmes à l'échelle, qui est basé sur OpenFlow. Et derrière, il y avait NSX. C'était un choix qui a été assez facile parce que globalement, Contrail est développé par des gens qui font du réseau. C'est basé sur la stack BGP et MPLS, donc c'est complètement compatible avec Note One. C'est-à-dire qu'il n'y a pas l'interfaçage entre la partie overlay et le réseau One traditionnel se fait sans couture parce qu'on parle MPLS de chaque côté et on parle BGP de chaque côté. On a une infra qui est complètement scale-out, c'est-à-dire qu'on peut, avec un nombre de contrôles limité, garantir l'overlay pour un nombre de compute qui va être important et donc du coup de garantir la communication entre 2 VM sur le même réseau privé virtuel sur un grand nombre de nœuds et sur un grand nombre de machines. Ce qui est sympa aussi, c'est que tout le routage se fait sur la base de /32 et de /128 en IPv6. Ça veut dire que globalement, on s'enlève tous les problèmes de résolution ARP. Et ça, pour les gens qui ont fait un peu d'opération en réseau, c'est un truc qui n'a pas vraiment de prix en fait. On en a un peu marre de diagnostiquer du L2.
c'est quand même beaucoup plus sympa d'aller faire du L3 et de vérifier une annonce BGP plutôt que de vérifier qu'une table de MAC adresse elle est peuplée correctement. Sur la partie performance, c'était un produit qui était jeune mais qui était déjà bien placé par rapport au VS. La performance était 2,5 fois supérieure sur la partie routing, enfin routing dans OpenContrail versus switching dans OpenVSwitch. Sur la partie opérabilité, il y avait déjà des choses. Il y avait l'UI qu'a montré Olivier tout à l'heure, qui ressemblait déjà pas mal à ça et qui permet d'avoir une visibilité une vision assez globale sur l'état des clusters. L'intégration avec Neutron a permis d'apporter la multi-tenancy qui n'existe pas naturellement dans OpenContrail parce que c'est un overlay et qu'il est agnostique de la tenancy. Tout le cloisonnement des tenants se fait grâce à la partie Neutron qui va définir l'ownership des ressources et qui du coup va permettre d'éviter qu'un client puisse communiquer avec un autre. Un autre paramètre qui était extrêmement important, c'était le fait qu'on est agnostique de l'underlay. Typiquement, CloudWatt a fait le choix de Cisco sur son premier data center pour la partie fabrique. Du coup, on s'est retrouvé dans une situation où on a pu poser un overlay sur cette fabrique Cisco qui était complètement différent, enfin qui était d'une technologie qui vient d'un autre éditeur et ça a posé aucun problème. On a eu la chance, même si la solution marchait déjà avec les Nexus, d'avoir en sortie de data center des MX240 qui nous ont permis de faire la terminaison des tunnels GRE pour le trafic à destination de l'Internet. Et puis, la solution en elle-même est automatisable. On peut automatiser tous les appels qu'on envoie à Contrail parce qu'il expose une API. Même si en dessous, pour l'installer, il faut évidemment descendre des fichiers de conf. Une fois que c'est en place, toute la configuration externe, tout se passe par API. Et du coup, on peut automatiser et vérifier l'intégrité de la configuration de façon super dynamique avec des outils modernes dont on a parlé tout à l'heure, qui soient Ansible, Chef Puppet ou n'importe quel outil de monitoring qui va aller faire des contrôles sur la configuration. Under the Cloud chez CloudWatt, donc on parle beaucoup d'open source encore une fois, on parle d'IPXI, de Foreman, de Packer, de Consul de Vagrant. Enfin, je vous fais pas la liste parce qu'on n'a pas le temps, mais globalement c'est tous les produits qu'on aime bien tous en ce moment dès qu'on commence à parler d'automatisation et de gestion de configuration. Vite fait sur la partie pour revenir back to basics, qu'est-ce que c'est que l'Internet? Évidemment, l'Internet, c'est une série de tuyaux et dedans, il y a des petits chats qui passent. Et ces petits chats, ils ont besoin de passer, et puis ils ont besoin de passer dans un sens, passer dans l'autre, et évidemment, ils grossissent. Donc du coup, il faut qu'on soit sur des modèles qui soient scale out, parce qu'on a besoin de rajouter de la ressource en permanence. On a besoin d'augmenter les liens réseau, on a besoin d'augmenter la capacité de compute, le nombre de VM. Et du coup, comment ça se passe au niveau Contrail? Donc j'aime bien cette représentation parce que elle représente les étages. Donc, tout en bas, on a la partie Compute Node qui porte le petit routeur qui est le vRouter, qui s'occupe lui de la partie routing. À l'étage du dessus, on va trouver le control plane avec les contrôles qui sont globalement des routes réflecteurs qui s'occupent de filtrer les informations qui viennent de la configuration, donc de l'étage du dessus, pour n'envoyer au nœud de compute que la configuration qui les intéresse. C'est-à-dire que si un nœud de compute en bas, il a 10 virtual networks, le contrôle va lui permettre de lui renvoyer uniquement les 10 networks dont il a besoin et comment communiquer avec les autres machines avec lesquelles potentiellement on peut avoir besoin de communiquer. Sur la partie configuration, il y a une jolie pile de soft, donc c'est tout à fait discutable en termes d'ingénierie logicielle. On s'est cassé les dents sur un certain nombre de composants. Je pense qu'on a à peu près fait le tour aujourd'hui. On essaye de fiabiliser un peu tout ça, mais ça reste compliqué parce que c'est beaucoup de briques qui sont assemblées avec plein de technologies différentes. Globalement, il y a du Python, il y a du Java. Il y a du C sur la partie data plane. Enfin, il faut quand même un subset de skills qui est quand même extrêmement important. Il faut des bons développeurs full stack avec une bonne culture admin 6 pour pouvoir pour pouvoir deep dive dans la solution.
Donc l'IFMap, c'est ce qui sert à stocker le graphe des ressources avec les liens entre elles. La discovery, c'est là que viennent se souscrire les services pour que les autres composants puissent souscrire. Pub, enfin provide subscribe. Schema transformer qui fait toute une tambouille qui marche jamais. SVC Monitor s'occupe de l'orchestration des services instances et l'API de Contrail qui est portée à ce niveau-là. L'API de Neutron, l'API OpenStack, elle est portée sur un autre composant. Nous, on a décidé de la séparer, nous, en termes de design, pour pouvoir répartir l'ensemble, enfin pour pouvoir créer le plus petit dénominateur commun à chaque fois sur les composants pour pouvoir upgrader de façon assez souple, tout en intervenant systématiquement sur un nœud qui porte le moins de services possible. Donc un esprit microservice, parce que là c'est du microservice à 6 services, mais voilà, on essaye d'avancer comme ça. C'est un petit peu compliqué, mais on y arrive quand même. Sur la partie scale out, une fois qu'on a cette partie du haut, on a juste à rajouter les nœuds de compute en bas et de rajouter les nœuds dans le pool, d'inscrire les V-routers, et à ce moment-là, on a des workloads qui peuvent débarquer à partir du moment où Nova, donc, qui est l'orchestrateur des VM, est au courant de l'existence des nouveaux nœuds. Et encore une fois, les réseaux privés virtuels vont s'étendre. Juste un tout petit exemple, comment ça va se passer. On est capable d'avoir le même réseau virtuel qui est localisé sur 3 nœuds de compute, avec 5 VM qui vont discuter, dont 2 qui vont être derrière le même load balancer. Donc globalement, on va se retrouver avec une infrastructure qui est complètement distribuée. Et ce qui est intéressant pour vous en tant que client ou pour les gens qui écrivent les applications, c'est qu'on peut shooter successivement un nœud de compute après l'autre et on garantit la disponibilité du service customer facing. Sur la partie build and deploy, globalement, le workflow de contribution chez nous, il se passe à peu près comme ça. On part du code source upstream, on crée un set de packages en interne qu'on stocke sur nos repos privés. On les utilise pour faire tourner l'ensemble des suites de tests. Une fois que les suites de tests sont passées, on sort une release candidate qu'on va faire descendre sur toute la ligne de production, intégration, staging, prod. Si jamais au niveau des tests on rencontre des difficultés, à ce moment-là, on va développer en interne le plus possible ou report à Juniper un souci, un bug. Le code se retrouve soit dans l'upstream parce qu'il concerne tout le monde, soit dans des patchs maison parce qu'ils concernent que nous, et à ce moment-là ils sont injectés au build et on reparcourt la chaîne jusqu'à la ligne jusqu'au test, la release candidate, et ensuite on redescend. Sur la partie déploiement, ça se passait un peu comme ça au début. Donc ça c'était dans les premières semaines. Ça fait un peu un drôle d'effet de se dire je sais pas trop ce qui se passe. Donc du coup on a fait un peu de tooling en interne. Donc ça c'est un gros script bash qui va bien, qui va collecter des informations sur l'ensemble des nœuds, sur l'ensemble des services, et qui remonte l'état des V-routers et ensuite des différents composants applicatifs. Pourquoi ? Parce qu'en fait c'est important pour opérer la solution en évitant le nombre de bascules de composants qui sont failover. Donc du coup c'est intéressant de savoir où se trouve le schéma actif. Donc on sait qu'il est sur le nœud de configuration à droite. Du coup on va systématiquement commencer par celui de gauche pour n'avoir qu'une seule bascule. Si on n'avait pas cet outil-là, on lancerait un upgrade un peu à l'arrache en mode choisis ce nœud-là, et puis coup de bol, on n'a qu'une bascule, coup de pas de bol, on se retrouve avec 2 ou 3 bascules. Sachant que maintenant, on a 4 nœuds de configuration, donc du coup, ça ventile un peu les problématiques, enfin ça multiplie les sources de problèmes. Sur la partie workflow d'upgrade, on commence toujours par un nœud de configuration et en général qui porte le schema actif. Donc ça c'est valable quand il y en a 2 ou quand il y en a 3 ou 4. De toute façon il n'y a qu'un seul schema actif sur la plateforme. Une fois que le nœud a été à jour, ce sont des VM qu'on rebuild pour être sûr de ne pas traîner de vieilles librairies, de vieux trucs qui ont été faits à la main, etc. On s'oblige au rebuild des VM pour garantir l'immutabilité de l'infrastructure.
Ensuite, on va se faire le deuxième. Et puis, une fois que tout va bien, on attaque les nœuds de contrôle. Donc, pareil, un par un. Et puis ensuite, on va orchestrer la mise à jour de l'ensemble des nœuds de compute de façon plus ou moins aléatoire. L'idée, c'est d'analyser un peu le positionnement, le placement des workloads et de respecter la contrainte des clients qui est que, globalement, quand un client veut que deux workloads soient sur deux nœuds différents, il y a un paramètre dans Nova qui permet de les définir anti-affines. Et du coup, Nova se débrouille pour les scheduler sur deux nœuds différents. Donc à partir du moment où nous on a cette information-là, on est capable de par-booter deux nœuds qui concernent des applications qui sont anti-affines pour un client. Une fois qu'on a fait ça, on va être capable de déployer plusieurs fois, de reconstruire plusieurs nœuds de compute à la fois, sans risquer de collision sur les applis clients. Et puis voilà, maintenant un upgrade, ça ressemble plutôt à ça. Alors, c'est pas complètement vrai parce qu'en ce moment, on a un petit peu des soucis, mais l'idée c'est quand même qu'on en soit là et qu'on y revienne très très vite parce que le succès de CloudWatt fait qu'on rencontre des problèmes à l'échelle qui sont un peu difficiles à contenir, donc on compte beaucoup sur la prochaine version de Contrail. Globalement sur la partie tooling, le produit que propose CloudWatt sur base de souche SDN Open Contrail, c'est le produit connexion directe et plus particulièrement le produit connexion directe MPLS. Qu'est-ce que c'est que le produit connexion directe MPLS? C'est la capacité pour un client de venir s'interconnecter physiquement avec CloudWatt, sur un des 4 POP parisiens sur lesquels on est présent. On monte une session BGP privée entre les équipements du client et nos équipements. Et à partir de ce moment-là, le client est capable de taguer un réseau privé virtuel comme étant une extension de son réseau VPN MPLS. Donc je rejoins ce qu'expliquait Olivier avec un schéma un peu plus simple. Mais globalement, les serveurs à droite, qui sont les serveurs gris, les serveurs clients, vont être capables de joindre en privé de bout en bout les serveurs qui sont hébergés dans le cloud de CloudWatt. Donc ça, c'est un truc qui est relativement facile à faire. Quand on le fait à la main, on va dans la configuration d'un virtual network, on installe un route target particulier qui est un déterminant MPLS. Sur la partie routeur, au niveau du peering BGP, on déclare les routes target pour la VRF qui est déclarée plus haut. On dit j'importe et j'exporte le route target en question. Et à partir de ce moment-là, on voit l'ensemble des routes du VPN client qui arrive dans l'overlay dans les réseaux privés virtuels pour qu'ils sachent vers qui router. Et inversement, on va déverser les routes des réseaux privés virtuels dans le VPN du client. Pourquoi c'est sympa? Parce que ça permet d'étendre les réseaux privés virtuels dans les VPN clients. Ça permet de garantir la plus petite latence possible, parce qu'à partir du moment où on passe par une interconnexion qui est une interconnexion privée et non pas par Internet, on est sûr qu'on a la meilleure latence. On est basé sur des standards sur des protocoles qui sont complètement standards, qui sont BGP MPLS. On est capable de délivrer sur des ports 1 giga et 10 giga. À partir du moment où le client a les infrastructures nécessaires, il n'y a pas de hardware dédié. Et par exemple, un use case que je décris juste après, ça peut être utilisé pour router un réseau unique qui porte les VIP d'un load balancer, par exemple. Et le premier point que j'ai sauté, c'est Automation in Progress. Il y a une extension de Neutron qui a été écrite par des gens d'Orange Labs qui s'appelle BGP VPN, qui permet de faire ça directement via l'API de Neutron. C'est-à-dire qu'à partir de BGP VPN, on dit le tenant Toto, il a le droit de déclarer des réseaux comme étant une extension d'une interconnexion VPN de son réseau MPLS à lui. Donc on a écrit chez nous la partie, le driver pour Open Contrail. Ils ont écrit chez Orange le driver pour une solution qui s'appelle Backpipe, qui permet de faire aussi du MPLS au niveau Neutron, en back-end de Neutron. Voilà. Donc du coup, on attend maintenant que les autres projets on-board, c'est fait, je crois que c'est sous la Big Tent. Non, c'est un driver de Neutron, donc c'est un sous-projet de Neutron. Concrètement, qu'est-ce que ça donne? Ça donne le réseau MPLS client qui se connecte au MPLS de CloudWatt
qui déclare un réseau privé virtuel comme en pointillé sur lequel il va brancher une VIP de load balancer et on déclare les backends du load balancer comme étant les 3 serveurs de gauche et ces 3 serveurs de gauche là via le réseau privé virtuel, le routeur virtuel peuvent communiquer avec les backends qui peuvent être des stores, qui peuvent être des middleware, qui peuvent être à peu près n'importe quoi. Sur la partie design, voilà, donc là c'est juste l'illustration dans le cas où on a en backend des nœuds de storage qui se baseraient sur le bloc par exemple. Donc voilà pour les use cases et j'ai fini pour moi. Je sais pas si c'est le vrai timing mais je crois que je suis à 20 minutes donc j'ai un peu dépassé. Est-ce qu'il y a des questions? Ouais. Parce qu'en fait, la question, c'est de savoir pourquoi on est open partout, sauf sur la partie stockage. Euh, alors le truc, c'est qu'on a démarré aujourd'hui, enfin, Cladot a démarré il y a un peu plus de 3 ans, qu'il fallait aller vite. Il fallait ouvrir très rapidement du stockage puis du compute. On a pris Swift sur la partie Object Store. Parce que c'était dans l'écosystème OpenStack et que ça permet de mutualiser l'authentification. Effectivement, sur la partie block storage, le choix était un peu compliqué. Ceph était pas mature à l'époque en RBD. Ceph a fait énormément de progrès en 3 ans. Aujourd'hui, il y a plein de gens qui tournent en prod dessus, mais il y a 3 ans, il fallait vraiment les avoir bien accrochés pour partir en prod live avec Ceph. Voilà, c'est pour ça que c'est un choix qu'on remet en cause aujourd'hui. Les prochaines évolutions se feront clairement sur une souche open source, Ceph ou autre, mais a priori, ce sera un très très bon candidat. Ouais. Alors, on me demande combien de personnes travaillent sur OpenContrail. Aujourd'hui, on a 3 devs un peu full stack, mais surtout Python plein temps. Et 2 intégrateurs qui s'occupent que de ça, quasiment que de ça, plus les gens des opérations qui s'occupent de l'ajout de la partie monitoring. Donc voilà, donc ça fait 3 et 2, 5. Il y a 7-8 personnes aujourd'hui qui chez Cladot sont à peu près à niveau, enfin plus ou moins profondément à niveau sur la solution.